je vais évidemment d'abord commencer à vous présenter nos deux orateurs, nos deux intervenants, et puis après je vous dirai pourquoi nous avons choisi ce thème. Alors on va commencer par Florence Bergeaud-Blackter. Donc elle est dite titulaire d'un doctorat en anthropologie qu'elle a soutenu à l'Université de Bordeaux en 1999. Et alors, je me suis laissé dire que c'était une conversion tardive, puisque vous aviez commencé votre carrière professionnelle dans l'informatique, ce qui n'est pas quelque chose de très courant. Et donc, vous êtes chargé de recherche au CNRS. À l'époque. Oui, surtout à l'époque, oui. Vous êtes chargé de recherche au CNRS depuis 2013 dans une entité qui s'appelle le groupe Société, Religion, Laïcité, qui est une unité de recherche mixte avec l'école des hautes études, pratiques en sciences sociales, je crois, c'est comme ça que ça se disait à l'époque, et puis le CNRS. Et donc, vous avez commencé par des travaux sur les usages alimentaires religieux comme le halal. Et donc, vous avez commis, si j'ose dire, un petit bouquin qui s'appelle Le marché halal, que je vais présenter actuellement à l'écran. Donc voilà, vous êtes toujours d'ailleurs une spécialiste des particularités alimentaires dans les religions, en particulier en islam. Et donc, vous avez publié cet ouvrage, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, en 2017 au Seuil. Mais ensuite, vous avez orienté vos travaux vers l'étude des pratiques de l'islam dans ses versions radicales, qu'elles soient fondamentalistes ou qu'elles soient politiques. Alors, paradoxalement, votre visibilité dans le grand public est née en mai 2023 du refus de la doyenne de la faculté de lettres de la Sorbonne de vous laisser faire une conférence sur les frères musulmans. Et c'est donc finalement ce refus a eu une audience médiatique telle que finalement, après de moult protestations de part et d'autre, cette conférence, elle aura finalement lieu en juin. Et finalement, vous publiez en 2017 au Seuil le petit ouvrage que je vais vous montrer maintenant, qui s'appelle « Le frérisme et ses réseaux ». C'est en janvier 2023. Hein. Voilà, en janvier 2023, c'est donc quelque chose de très récent, dont la préface est de Gilles Kepel, que nous connaissons tous comme un très grand spécialiste de l'islam. Et donc, évidemment, c'est à ce titre que nous entendrons ce matin. Maintenant, on va parler plus modestement de Christian Roblin, qui est membre de la Grande Loge de France, où il a été longtemps rédacteur en chef de la lettre de la Grande Loge de France. Il est titulaire d'un doctorat en droit et d'un MBA, et il a occupé divers postes de direction générale, aussi bien dans l'édition électronique que dans l'édition juridique. Et il est actuellement le directeur de l'édition d'une revue maçonnique sur le web qui s'appelle 450 FM. Et donc lui, bien sûr, il sera le point de vue maçonnique de cette conférence. Alors pourquoi ce choix? Indépendamment de l'actualité chaude qui effectivement nous interpelle beaucoup sur l'islamisme en général, il se trouve que les frères musulmans sont un communautarisme qui se présente comme une fraternité. Et vous savez qu'en maçonnerie, la notion de fraternité maçonnique est une notion importante. Et donc, il nous a semblé intéressant de profiter de la disponibilité de Florence Bergeaud-Blackter, que je remercie d'être ici ce matin, de mieux comprendre ce qu'était ce phénomène, cette entité des frères musulmans, qui ils sont, comment se comportent-ils, comment font-ils de la pénétration dans nos sociétés occidentales, puisqu'il s'agit quand même d'une fraternité, le frérisme, ça veut dire les frères musulmans. Et en face de ça, je pensais qu'il était intéressant que nous parlions de fraternité maçonnique pour le simple fait que c'est quand même un des fondamentaux de la maçonnerie. Nous nous disons frères et sœurs. Quand je dis fraternité maçonnique, ça englobe évidemment les frères et les sœurs. Et donc, c'était intéressant d'avoir le point de vue de Christian Roblin, qui, lui, nous en parlera d'un point de vue maçonnique. Donc, chaque intervenant va faire un petit topo d'environ
peut-être 20 minutes, une demi-heure, ce qui laissera une bonne heure pour les questions-réponses. Donc, je crois que Florence veut partager son écran. Je ne sais pas si elle a la possibilité de le faire. Je pense que oui, vous allez me dire. Voilà, donc ça a l'air, ça marche tout à fait. Donc, nous qui sommes panélistes, nous avons nos images sur le côté, mais les auditeurs ne voient que votre panneau, il me semble. Voilà, vous avez D'accord. la parole, Florence. Du coup, je vais arrêter le partage pour introduire un peu cette présentation. Je voudrais faire quelques petits correctifs par rapport à ce que vous avez dit. Donc, je travaille à l'école pratique des hautes études, effectivement au GSRL, et pas à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, on me présente souvent comme une spécialiste de l'alimentation. Alors, en réalité, ça fait 30 ans que j'étudie les frères musulmans et je les ai étudiés en m'intéressant aux dynamiques normatives du halal. Mais pas seulement du halal alimentaire, puisque quand je commence à travailler sur le sujet, je m'aperçois qu'on est dans une dynamique d'expansion, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de produits alimentaires, non alimentaires, d'espaces, de conduite halal qui sont en réalité, qui témoignent d'une dynamique d'expansion, d'un fondamentalisme particulier qui est celui des frères musulmans. Donc, pour penser mon livre aujourd'hui, celui du frérisme et de ses réseaux, celui qui vient de sortir en janvier 2023, je suis passée par la compréhension des dynamiques normatives et c'est ce marché halal, dont je parle en 2017, qui va me faire comprendre un certain nombre de choses qui vont m'amener à repenser la question du frérisme, mais dans un contexte européen, sécularisé, capitaliste euh, et libéral. Donc, c'est important ce que je dis là parce que une des stratégies de mes ennemis, qui sont des ennemis depuis très très longtemps, euh, puisqu'ils n'ont jamais voulu entendre qu'il existait sur le territoire français, ces ennemis à l'intérieur de l'université, hein, qu'il existait en France des réseaux fréristes très actifs, eh bien, ils ont fait en sorte que je sois connue comme quelqu'un qui s'occupe de la cuisine. Je suis une femme et donc de la boucherie. Donc pendant des années, ils ont fait en sorte que mes travaux ne soient pas publiés et que ce qu'on entende de moi soit essentiellement des questions alimentaires. La deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que en réalité, ça fait déjà depuis 2017 que les médias s'intéressent à mes travaux, mais que n'étant pas critiqués du côté universitaire, ni soutenus, ni critiqués négativement, parce que justement il y avait cette stratégie de mise au placard et de féminisation d'un sujet mineur, on ne m'a pas entendu jusqu'à la sortie de ce livre, un petit peu avant qu'on me prive de la possibilité de présenter mon travail à la Sorbonne. Mais vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Je regardais Mediapart, je crois, ou non, c'était Le Monde qui avait titré il y a 2 mois une chercheuse, une notoriété sur le tard. Bon, ça fait partie de cette stratégie de délégitimation et de disqualification de mon travail. On me dit par exemple, on parle de moi comme une essayiste alors que je suis titulaire d'un doctorat. Voilà, ça, c'est quelque chose qui a sauté complètement avec la médiatisation de mon travail et l'intérêt porté par les lecteurs, par les partis politiques, d'où qu'ils viennent, un intérêt qui se traduit par des ventes exceptionnelles pour un livre en sciences sociales. Donc oui, bien sûr, l'effet stressante a fonctionné, mais pas que ça. J'ose dire qu'il y a dans mon livre des choses assez nouvelles qui n'avaient jamais été dites. Voilà, donc je vais justement vous parler de ce livre en vous projetant quelques diapos qui vont vous donner un peu une idée de ce que c'est que le frérisme. Le frérisme et ses réseaux, préfacé par Gilles Kepel, c'était une demande de mon éditeur. Gilles Kepel, avec qui je partage bien sûr un certain nombre d'analyses, qui a été, je dois dire, le premier véritablement à s'intéresser au réseau islamiste en France, ce qui lui a valu
ce qui lui a coûté très cher pour sa carrière, hein. Il en parle abondamment dans son dernier livre. Mais on a quelques petites divergences d'approche, et notamment sur la question du djihadisme d'atmosphère, mais peut-être on en parlera après ma présentation. Donc, dans ce livre, on trouve 8 ou 9 chapitres, je ne sais plus, là je les ai simplifiés. Donc, une définition du frérisme, de ses origines, de la confrérie au frérisme. On trouve aussi une description des structures du frérisme, de ses stratégies, de ses alliances. Et puis, j'ai consacré 2 chapitres très anthropologiques aux femmes et donc aux sœurs musulmanes et aux enfants, à l'endoctrinement des enfants. Pour conclure, je dirais bien sûr sur les analyses, mais aussi donner quelques indications que je pense utiles pour combattre ce mouvement. Alors pourquoi pour le combattre? Après tout, je suis scientifique, je ne devrais pas me prononcer sur ces choses. J'estime que pour sauver la science, malheureusement, il va falloir combattre ces réseaux. Donc en fait, c'est plutôt ce n'est pas le fait d'indiquer il faut réduire ces réseaux au minimum. C'est simplement me donner la possibilité à moi, scientifique, d'exister. Donc, ce n'est pas tout à fait un positionnement politique, une revendication, etc. C'est simplement que si jamais les choses continuent dans ce sens, eh bien, des analyses du frérisme de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur du monde du halal, si on peut dire, n'existeront plus. Donc ce sera évidemment une catastrophe. Je n'ai pas à vous en convaincre. Alors le frérisme, c'est pour moi un système d'action. Ce n'est pas une école théologique, ce n'est pas une école juridique, c'est un système qui veut mettre en marche le mouvement islamique pour qu'il accomplisse la prophétie califale, c'est-à-dire qu'il instaure sur la terre et sur tous les continents la société islamique moderne. Donc ce n'est pas l'État islamique de Raqqa, en tout cas il ne vise pas évidemment ça, il veut une société moderne qui a repris le meilleur de ce qu'a produit l'Occident en lui donnant en quelque sorte un gouvernail. Cette idée, cette façon de considérer le frérisme m'a été inspirée par ma fréquentation assez régulière du congrès de l'Union des organisations islamiques de France, qui a commencé dans tout début des années 90, à peu près au moment où je commence à m'intéresser à cette question. Et qui rassemble donc ça se passe au Bourget, hein, les rencontres annuelles des musulmans de France, alors les musulmans en général, et on va retrouver donc tous les courants en fait qui s'expriment et qui ont quelque chose à dire sur ou en rapport avec l'islam lors de cette cérémonie, lors de cet événement, pardon, qui dure 3 jours. Enfin vraiment franchement gigantesque, hein. Ce sont des centaines de milliers de musulmans qui viennent de partout en France et des pays limitrophes francophones. Et quand donc il y a 2 parties, hein, une partie conférence, vous voyez en bas donc le public, et puis il y a une partie plutôt foire, ce que vous voyez en haut sur votre image, avec aussi des remises de prix, et puis à la périphérie du lieu, beaucoup d'activisme, hein, politique, religieux, de toutes sortes. Et on rencontre donc aussi bien des réformistes, des gens qui essayent de penser l'islam dans la modernité, que des djihadistes, hein, que des salafistes piétistes, enfin toutes sortes de courants. Évidemment, c'est le lieu incontournable pour s'adresser aux musulmans. Donc, on voit donc chez les frères, puisque ce sont les frères musulmans qui invitent, aussi bien des djihadistes que, par exemple, Khaled Bencher, qui vient s'adresser aux musulmans, qui profitent en fait, hein, de cette tribune pour s'adresser aux musulmans. Alors, seuls les frères musulmans sont capables d'une prouesse pareille, puisqu'on a toujours dit les musulmans ne s'entendent pas entre eux, il y a des querelles, etc. Ça n'est point le cas chez les frères que vous voyez sur votre gauche, costard cravate, très heureux, très contents d'eux-mêmes, qui se retrouvent là entre eux. Ils sont capables de donner le cap, de donner le gouvernail à cette communauté qu'ils veulent donc transformer en une mission. Donc, ils veulent des missionnaires.
c'est très important, ça n'est pas de l'appartenance, c'est de l'appartenance sous condition de mission, si on peut dire. J'y reviendrai si ce n'est pas, si c'est pas très clair. Alors, qu'est-ce que le frérisme? C'est un islamisme, c'est-à-dire ou un salafisme fondamentaliste et politique. Il est adapté aux démocraties libérales, sécularisées et modernes. Donc, je le distingue de l'islamisme des pays musulmans qui sont plutôt des partis politiques, qui ont des vocations à prendre le pouvoir. Ici, le frérisme s'est adapté et contourne le politique pour plutôt passer par la diffusion de la culture, d'une économie halal, d'une modification du droit, de façon à rendre la société charia compatible. Je reviendrai sur cette idée-là. Donc c'est un système d'action qui cherche à conduire tous les courants, les écoles de l'islam, pour mettre en marche, la mise en marche c'est très important, on est toujours dans l'avancement, on avance vers un but, un mouvement islamique mondial et mondialisé. Ce mouvement islamique a pour mission, comme je le disais, l'instauration d'un califat mondial. Alors, son origine, le frérisme, il est originaire des campus. Ce sont les étudiants qui en fait, se donnent une nouvelle mission sur les campus européens et états-uniens. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, puisqu'ils se sont réfugiés en Occident pourchassés par les pouvoirs des pays musulmans, donc d'Égypte, de Jordanie et du Maghreb, eh bien, puisqu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays, ils se disent, puisqu'on ne peut pas retourner à l'islam, eh bien, faisons venir l'islam à nous. Et déclare à ce moment-là qu'il est licite aux musulmans de vivre en pays non musulman, si sa mission, bien sûr, est d'aider à étendre l'islam dans le monde. C'est là qu'ils vont commencer à penser ce qu'il faut faire de ces terres de mécréance et à parler d'un état intermédiaire qui serait la terre de contrat, que moi j'appelle terre charia compatible, qui naturellement donc basculera vers la terre d'islam. Donc le frérisme pour moi c'est une guidance, une dawa, un mouvement théocratique, politique et religieux à la fois, jamais que politique et jamais que religieux, missionnaire et suprémaciste. On peut alors j'utilise le triptyque vision, identité, plan, ce qui est un peu un jeu de mots avec VIP, puisque le frérisme, c'est quand même c'est la crème de l'islamisme, c'est là où on trouve les gens les plus éduqués, très intelligents. Donc, les mots-clés, vision, identité, plan, système islam, charia compatible, suprémacisme, et j'y viendrai juste au milieu, la wasatiyya. Alors, de la confrérie des frères musulmans, effectivement, à l'origine, on trouve la confrérie des frères musulmans, fondée par Hassan el-Banna en 1928, peu après l'abolition du califat ottoman. On voit aussi, on voit au milieu Hassan el-Banna et ses étudiants. Et alors, voilà comment Hassan el-Banna, parce que je trouve que cette formule, enfin cet extrait dit tout de sa façon de voir la confrérie. Nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Mais un moyen vers quoi? Eh bien, vers l'accomplissement de la prophétie. Donc, nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un nizam, un système, qui ne peut être délimité et catégorisé, sous-entendu dans les catégories occidentales qui nous ont été imposées par la colonisation. Il dépasse toute frontière géographique, c'est important. Dès le départ, il ne s'agit pas seulement d'abattre les pouvoirs en place, en Égypte en l'occurrence, il s'agit effectivement de viser le monde. Et donc ce nizam, ce système dépasse toute frontière géographique, il existera jusqu'à la fin des temps, car c'est celui d'Allah. Nous sommes sur le chemin des compagnons du prophète, donc on chemine, on avance, nous poursuivons sa mission, la dawa. Donc on n'est pas un parti politique, mais c'est
mais la politique est un moyen vers associations caritatives ou groupes sportifs, toutes les animations en fait des frères. C'est un moyen vers, ça n'est pas une finalité de pouvoir. Donc le frérisme, c'est une guidance qui veut donc tout à fait conformément à un verset du Coran, ordonner le licite et pourchasser l'illicite. Et il faut bien préciser, pas seulement chez soi, mais aussi chez les autres. C'est la dimension prosélyte et missionnaire. C'est un mouvement, j'insiste sur le caractère mobile, axé sur la mission. On avance, nous sommes l'appel du Coran, le temps importe peu pour les frères musulmans, parce que le chemin est tracé dans la mesure où tout est déjà décrit dans le Coran et dans la deuxième source de droit qui est la Sunna, c'est-à-dire l'ensemble des faits et gestes du prophète rapportés par ses disciples et transmis par une chaîne authentifiée de transmetteurs. L'ordre social, donc, n'est pas à penser, il est seulement à découvrir, il existe là, il a été indiqué par Dieu, donc il faut simplement le découvrir à partir des textes, le Coran et la Sunna, et aussi, bien sûr, ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de réflexion sur ces sources. Et cette vision de l'islam permet en fait de se concentrer essentiellement sur l'action, puisque tout est déjà écrit, puisque tout est déjà là, puisqu'il faut simplement découvrir, il n'y a pas vraiment à gloser, il faut se mettre à la hauteur du texte de façon très très littérale, il faut lire le texte de façon le plus littérale possible, jusqu'à trouver un consensus sur ce qu'il dit. En fait, c'est une exégèse un petit peu raccourcie, mais si on se fixe, si on pense que ce qui est écrit dans le Coran n'est pas d'une allégorie, mais strictement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire si les femmes doivent rabattre leur grand voile, comme c'est marqué dans une euh, sourate du Coran, eh bien, qu'elles rabattent leur grand voile, je veux dire au sens strict. Voilà, donc les frères font partie de la famille des salafistes, et les salafistes sont des gens les salafis, hein, pas le salafiste au sens du langage courant qu'on utilise aujourd'hui, des partis politiques, ce sont des fondamentalistes littéralistes, intégralistes et dogmatiques. Le plan de Dieu, c'est très important. C'est ce qui a été... Parce que le plan, ça a un rapport avec la mobilité, ça a un rapport avec la guidance, ça a un rapport avec la mission, c'est-à-dire ce mouvement islamique qui est mis en marche à partir de Hassan el-Banna et puis adapté par Youssef el-Qaradawi et d'autres, j'y reviendrai. Donc Allah est notre objectif, le prophète Mohammed est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie et la mort pour Allah est notre but ultime. On ne peut pas mieux dire, il faut le prendre au sens strict. Avec les frères, je ne cesse de le répéter en ce moment, il faut prendre ce qu'ils disent au sens strict. Lisez la charte du Hamas, vous verrez que vous comprendrez pourquoi il y a eu ces massacres le 7 octobre. C'est marqué dedans, l'éradication, la suppression des Juifs d'Israël et de tout ce qui peut gêner l'avancée du mouvement. Donc j'expliquais qu'il y avait cette forme d'endoctrinement de l'individu à la famille, etc. Donc il ne s'agissait pas d'extraire l'individu de sa famille, de son environnement, mais plutôt de l'endoctriner à l'intérieur pour que lui-même puisse propager l'islam autour de lui. Ou cette façon évidemment de voir l'islam, hein. Vous avez bien compris que je ne confonds pas l'islam et l'islamisme, mais en tout cas l'islam et cette façon de l'interpréter. Donc c'est un recrutement qui se fait sur plusieurs années. Alors on en a des témoignages récents qui viennent de la confrérie d'Égypte, mais les témoignages sur le recrutement de la confrérie en Europe sont très difficiles à obtenir. Il y a un très bon livre de Lorenzo Vidino qui s'appelle The Closed Circle qui en parle, avec je crois que c'est une dizaine, une quinzaine de témoins, mais c'est évidemment des témoignages très très difficiles à recueillir et qui parlent d'un recrutement assez similaire à ce qui se passe en Égypte, un recrutement qui a été là-bas très très bien décrit puisque en Égypte, comme vous le savez, les frères musulmans sont arrivés au pouvoir et donc ça a délié un certain nombre de langues et les gens se sont mis à parler de la confrérie, de son fonctionnement, etc.
Donc, ce qu'on retrouve en Europe, c'est assez similaire à ce que on retrouve en Égypte. L'idée étant donc de recruter une cible, donc on repère une cible, on l'amène, on lui présente, on essaye de le recruter, mais de façon très, très progressive. Donc, au début, on lui apporte des cadeaux. Ensuite, on va l'intéresser aux 5 piliers de l'islam. Ensuite, on va l'intéresser peut-être à une certaine littérature. Ensuite, peut-être à être sensibilisé à la question des musulmans dans le monde, etc. C'est très progressif, ça se fait sur plusieurs années. Et il y a du déchet, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne suivent pas au bout de la 2e année, de la 3e année, etc. Et donc, on ne fait pas savoir qu'on est de la confrérie des frères musulmans. On l'a juste mis sur un chemin, et puis libre à lui de le poursuivre ou non. Et s'il ne le poursuit pas, eh bien, il ne sait jamais par qui il a été approché, ni pourquoi, mais il en aura peut-être des restes. Et puis, pour les meilleurs, eh ben, on finit par les recruter. Ils vont alors prêter serment. Et puis, une fois qu'ils ont prêté serment, ils se dévouent corps et âme pour la confrérie et ensuite montent aussi en grade. Quand on se dévoue corps et âme, généralement, c'est pour la vie. On se marie à l'intérieur de la confrérie et de son cercle proche. Euh, et, euh, et finalement, tout ce qu'on fait dans sa vie, c'est pour elle et rien que pour elle. C'est ça qui est important aussi à dire. Je pense qu'il y aura peut-être des différences avec d'autres modèles. C'est que quand on se dévoue à la confrérie et donc pour Dieu, on ne se dévoue qu'à lui et rien d'autre. C'est ça l'objectif, ça reste l'objectif pour tout. On ne peut plus être collectionneur de papillons ou alors il faut qu'il y ait une visée euh, divine. Euh, alors, La, la façon de se déployer dans l'espace social des frères musulmans, c'est ce qu'on appelait l'islamisation par le bas. Donc, l'islamisation par le bas, c'est chez les frères musulmans, d'abord c'est l'aide sociale, l'aide aux devoirs, l'éducation sportive, et puis la réussite entrepreneuriale, hein, c'est aussi des petits bourgeois entrepreneurs à l'époque. C'est resté toujours le cas, notamment en Égypte. L'idée, c'est de se faufiler hein, dans les associations caritatives, dans les partis politiques, et petit à petit, voilà, d'influencer le milieu, de l'habituer aux normes de l'islam, expliquer qu'elles sont parfaitement compatibles avec la démocratie, avec la sécularisation quand on est en Europe. Et donc, on le fait soit en plaçant des membres de la confrérie dans un milieu qu'on veut transformer, soit en endoctrinant des individus qui sont déjà dans un milieu et qui est donc pris pour cible. Et à ce moment-là, cette cible n'a pas forcément conscience de ce à quoi elle est utilisée. Alors, il y a une différence, j'ai un peu évolué sur cette diapo, j'ai dit des choses, j'ai un petit peu évolué. L'islamisation par le bas, c'est vraiment quelque chose qui concerne les pays musulmans. En Europe, c'est l'islamisation par le haut, d'une certaine manière, puisque l'objectif n'est pas de prendre le pouvoir politique, ce serait trop... les rapports de force ne permettent pas ça. Mais d'infiltrer, de noyauter des partis, des groupes d'influence, pas par le bas, mais par les élites, par l'influence d'une société, de le faire par les influenceurs que d'essayer de prendre le pouvoir par un parti politique classique, etc. Donc il y a une particularité du frérisme en Europe, qui est plutôt donc une islamisation par le haut. Alors, je donne comme exemple d'utiliser par exemple des rappeurs comme Medine, des footballeurs comme Benzema, qui n'ont pas forcément conscience, qui sont approchés par la confrérie dans une stratégie bien pensée. Évidemment, quand on dit ça, on se fait immédiatement traiter de complotiste ou de conspirationniste. Pourtant, vous allez voir, les frères ne l'ont jamais caché d'avoir de telles intentions. C'est marqué dans leur texte. Ils ont toujours dit qu'il fallait un plan, des stratégies, etc. D'ailleurs, souvent, leur document s'appelle Plan et stratégie. Et puis, qu'est-ce qu'ils suivent? Eh ben, ils suivent le plan de Dieu. Donc, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans, c'est simplement que ce sont de vrais théocrates. Mais que nous, on est dans le déni. On est dans le déni par rapport
à cette question parce qu'elle nous gêne, parce qu'on ne sait pas quoi, on ne sait pas quoi faire. Et souvent, on n'arrive pas à penser ce qu'on ne parvient pas à résoudre. Donc, rendre le monde charia compatible, c'est vraiment une spécialité des frères européens, parce que ça signifie qu'on ne va pas imposer la charia par le politique, autoritairement, par la violence, mais avec son consentement tacite. C'est-à-dire qu'on va habituer, acclimater une société à accueillir des normes et des valeurs compatibles avec la loi islamique en se servant du logos multiculturel, du droit à la différence et de toutes ces choses-là. Et de cette façon, on va tenter de transformer les règles, puis les lois. On va mobiliser les luttes progressistes pour la protection des minorités, pour le féminisme, l'antiracisme, le droit à la différence, le climat, etc., avec des alliés utiles, ou certains les appelleront des idiots utiles, je préfère être poli, et peu à peu, finalement, les amener à transformer le milieu. Les frères musulmans, contrairement aux autres salafis, sont des gens du texte et du contexte. Ils travaillent à la fois sur le texte, à leur interprétation, à leur fait qu'ils vont la- le digérer, l'incorporer en eux-mêmes, mais ils travaillent aussi à modifier le contexte pour permettre à ce texte de s'installer. Oui, je vais essayer d'aller très vite. Alors, les pères du frérisme, c'est bien sûr bon, la figure tutélaire, Hassan el-Banna, j'en ai parlé, mais aussi deux mouvements, deux courants. Il y a un courant qui est indo-pakistanais de Maudoudi, c'est l'homme du système islam, c'est celui qui a théorisé le système islam, c'est-à-dire l'islam comme étant le produit d'un ensemble de corps solidaires, c'est-à-dire vous ne pouvez pas pratiquer un élément de l'islam sans pratiquer tous les autres, et nécessaire et suffisant, c'est-à-dire tout dans l'islam et rien en dehors de l'islam. Et Youssef El-Qaradawi, c'est vraiment l'homme contemporain du frérisme européen. Il a dirigé d'ailleurs des instances européennes des frères musulmans. Il est mort l'année dernière. Qui est vraiment l'homme de l'action et du mouvement islamique. Et ces deux courants ont été réunis sur le continent européen par Saïd Ramadan, qui est le père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan. Donc, je l'ai dit, Maudoudi, l'ingénieur du système islam, je ne vais pas y revenir, si vous voulez, je m'en expliquerai tout à l'heure. Et Qaradawi, ça c'est très important, parce que Qaradawi, c'est celui qui pense les priorités du mouvement islamique, des priorités donc, qui sont publiées en 1990 pour les 30 années à venir, c'est-à-dire jusqu'à 2020. Donc on peut assez facilement voir si ce qu'il a écrit en 1990 s'est vraiment réalisé en 2023. Et force est de constater que oui. Tout ce qu'il prévoit, tout ce qu'il prédit ou tout ce qu'il instaure, c'est bien réalisé en partie, notamment la formation d'une avant-garde islamique, hein, c'est-à-dire d'une intelligence islamique avec des élites, avec des écoles islamiques, des instituts de formation, la formation d'une opinion publique débarrassée des effets de campagnes de dénigrement de l'islam. C'est les campagnes contre l'islamophobie, j'y reviendrai si vous voulez pour dire à quel point elles sont efficaces, et la préparation d'un climat mondial d'acceptation de l'existence de l'Oumma. C'est ce fameux islamisme d'atmosphère, si on peut dire, où finalement on est dans un climat où il va falloir accepter ça, de gré ou de force, parce que les frères y auront travaillé. Donc, il donne un certain nombre de directives et donc l'islamisation, ça n'est pas seulement une islamisation territoriale, hein, comme on le dit souvent dans les territoires perdus de la République, territoires conquis de l'islamisme, etc. Non, c'est l'islamisation par grands domaines, le grand domaine de l'éducation, à peu près toutes les écoles qui enseignent l'islam aujourd'hui en France sont des enseignements fréristes. Le politique, c'est le vote musulman qu'on a vu de façon plus marquée en 2017. Je ne sais plus si c'est en 2016, enfin non, récemment, dans les dernières élections de LFI, qui avait obtenu 69% des votes des musulmans, donc les musulmans ont voté presque comme un seul homme ou deux hommes. Le domaine social, sportif, très important. Le domaine de l'économie, ça, c'est pas la peine de vous dire que ça, c'est parfaitement réussi avec l'économie du halal qui pèse aujourd'hui 1300 ou 2000 milliards de dollars. Bien sûr, la question du djihad, on ne parle que de ça.
la communication avec Al Jazeera, avec AJ+, et tous ces alliés turcs, et puis l'islamisation de la connaissance, qui est un autre grand domaine. Il s'agit de penser le monde à l'intérieur du cadre de l'islam, et tout ça, l'islamisation de la connaissance, c'est pas une formule de moi, c'est une formule qui leur appartient, qu'ils ont commencé à développer dans les années 1980, pardon. Donc, on a une élite cultivée, on a des masses qui ont voté, on a des banquiers et des commerçants. Les femmes sont maintenant très à l'avant, notamment au niveau européen, la FEMISO. Les enfants, allez voir dans les librairies islamiques aujourd'hui, presque la moitié dans les plus grandes villes sont destinés aux enfants, avec un endoctrinement absolument sidérant. Moi, j'ai fait un rapport là-dessus, c'est impressionnant la façon dont ils sont éduqués, en totale contradiction avec ce qu'ils apprennent à l'école. Voilà, je vais vous laisser la parole, puisque je pense que j'ai dû finir mon temps de parole. Merci. Merci Florence de vous être pliée à la contrainte de temps, parce que je sais que c'est compliqué. En tout cas, c'est évidemment un sujet que vous connaissez parfaitement et que nous aurons l'occasion de discuter. Pour aller vite, je vais tout de suite passer la parole à Christian Roblin, qui lui va nous parler d'une fraternité qui nous est plus familière, la fraternité maçonnique. Mon cher Christian, tu as la parole et nous quittons Oui. l'image. Alors, nous, depuis James Anderson, nous n'avons pas notre Qaradawi. Donc, depuis le début du XVIIIe siècle, ça a disparu. On n'a personne qui puisse ainsi donner des lignes aussi prescriptives à la franc-maçonnerie mondiale. Alors, ce dont je vais parler, c'est dû à l'espièglerie de Jean Robert, qui, sous le mot de fraternité, a réuni aujourd'hui deux compréhensions fort différentes. Je vais parler de la fraternité maçonnique, donc la mettre en perspective. Dans la franc-maçonnerie spéculative, et sans qu'il soit ici besoin, dans le format de cette intervention, de remonter aux diverses formes de fraternité ayant existé sur les chantiers des constructeurs de cathédrales ou dans les ordres chevaleresques, pour ne citer que deux contextes très inspirants de notre tradition, la fraternité maçonnique naît au XVIIIe siècle d'un esprit de bienfaisance qui caractérise le siècle des Lumières. Fraternité, en l'occurrence, consacrée par une initiation. Cette fraternité maçonnique présente d'emblée une curiosité quelque peu révolutionnaire, en ce qu'elle dépasse les usages des confréries constituant des groupes sociaux homogènes et abolit en quelque sorte les frontières sociales d'un monde organisé sous la monarchie française en trois ordres globalement étanches, au point d'ailleurs que cet effacement des distinctions se veut tout d'abord contenu dans la pratique des frères au seul temps des tenues et ne bouleverse pas les conventions rigides observées au dehors. Mais l'idée en est semée, qui prospérera avec des fortunes diverses au cours des temps. La fraternité maçonnique repose donc sur l'initiation et la bienfaisance qui se transformera en philanthropie, c'est-à-dire passant d'une obligation de secours individuel apportée aux pauvres et aux personnes en difficulté sur le modèle de la charité, à des formes d'entraide organisées à plus grande échelle, représentant des variations de solidarité collective. C'est un peu pléonastique, mais c'est pour insister sur le caractère collectif. C'est l'évolution que connaîtra la franc-maçonnerie, dont le tronc de la veuve reste un emblème de la bienfaisance, et les associations interobédientielles comme Mathusalem ou du côté de la Grande Loge de France, Solidarité Jeunesse, Orphelinat maçonnique ou le Fonds de dotation incarnent par exemple le volet philanthropique. Au plan initiatique, cette fraternité, scellée par le relèvement du maître au troisième degré en faisant un fils de la veuve de la tribu de Naphtali, la mère d'Hiram, s'inscrit plus largement dans une sociabilité volontaire que façonne un idéal et des rites. En effet, la fraternité maçonnique revêt une sacralité immémoriale et intemporelle par un lien sacré
s'étendant au-delà de la mort entre l'individu et le groupe, qui permettent au premier, l'individu, grâce au second, le groupe, de comprendre une réalité qui le dépasse en s'engageant dans une voie de l'esprit, c'est-à-dire dans une quête visant à combler sur différents plans de conscience un manque de sens obscurément ressenti. De cette sacralité-là, la chaîne d'union est un vivant symbole. Pour autant, cette fraternité n'est pas toujours comprise du monde profane. Dans ses ressorts profonds reposant sur une acceptation libre et sans contrainte de principes fraternels. L'absence de dogme et la liberté de conscience, toutes deux corrélées, c'est-à-dire s'abouchant l'une à l'autre et s'ajoutant aux règles de secret comme au secret des règles qui régissent la franc-maçonnerie, nourrissent dans l'opinion publique des impressions nébuleuses qui sont non seulement intrigantes mais inquiétantes, de sorte que cette fraternité horizontale, qui semble s'étendre sans limite et sans contrôle, par opposition à une fraternité verticale, si bien incarnée par l'Église catholique dans le monde de la chrétienté, apparaît souvent comme vide de contenu propre ou au contraire comme infestée de complicité douteuse. Or, la fraternité maçonnique, si elle s'éprouve et s'épanche spontanément, n'en est pas moins forgée de quelques règles élémentaires, au premier rang desquelles figure la bienveillance, vertu qui concourt au respect de l'autre et à des actions justes, opérant pour le bien commun. Car le franc-maçon est un constructeur. Il construit un temple pour l'humanité comme son temple intérieur, illustrant ce mot que Paul Valéry prête à Eupalinos, à force de construire, je crois bien que je me suis construit moi-même. C'est le grand chant de l'édification, qu'on écrive la fin du mot chant MP ou NT, et qu'on entende comme on veut le terme d'édification. Tout cela a donc un socle, une tradition dont le légendaire emprunte beaucoup dans une compréhension symbolique à l'Ancien Testament comme aux Évangiles, afin d'aider chacun à méditer sur ses exigences et ses comportements et à se corriger, autant que faire se peut, de ses défauts et de ses dérives, soudant ainsi davantage la communauté des sœurs et des frères à laquelle il ou elle appartient. Or, la Bible, qui évoque pour la première fois la fraternité sous un angle terrible, nous met en effet d'emblée en garde contre l'ambivalence du statut et du sentiment fraternel à travers le récit tragique d'Abel et de Caïn, que nous rappelle, dans un art aussi abstrait que radical, le pavé mosaïque. Et à son tour, le Nouveau Testament illustre cette effrayante fragilité par le baiser mortel de Judas. Pour notre part, nous retrouvons les périls de la trahison et du meurtre dans le mimodrame de la mort d'Hiram, qui, soit dit en passant, est présent dans tous nos rites, alors que d'un rite à l'autre, les références varient aux autres degrés. Avec ici, dans l'engrenage fatal qui va condamner à une fin précipitée l'architecte Hiram, fidèle à son serment et aux règles qui le sous-tendent, avec ici cette dimension réflexive supplémentaire qui insiste sur le fait que nous nous trahissons nous-mêmes et tuons en nous-mêmes le bien et l'espérance. Alors, cette belle fraternité choisie qu'est la franc-maçonnerie entend bien conjurer les bénédictions par le travail patient et harmonieux de ses adeptes et devenir un laboratoire pour l'épanouissement des hommes en société sur la base de valeurs partagées et respectées grâce à leur travail et à leur exercice assidu. La fraternité maçonnique est ainsi un banc d'essai pour regarder chaque homme sans préjugés
et avec humanité, afin d'honorer précisément et dans toute son extension possible notre appartenance pacifique à l'espèce humaine et plus largement encore, dans la conscience que nous en avons aujourd'hui, notre responsabilité à l'égard du vivant et de la nature en général. En revenant avec modestie sur le terrain de nos pratiques, reconnaissons avec un peu de connivence et d'amusement que la fraternité maçonnique a aussi ses codes, c'est-à-dire son langage et ses clés, que l'on ne distingue guère quand on est entre soi, mais qu'on reconnaît souvent dans les échanges sociaux indifférenciés, et qui se lisent alors dans la sincérité des observations et l'élégance morale des comportements de nos interlocuteurs. Plus encore, et mieux même, que dans l'emploi parfois automatique de formules consacrées. Quelque débonnaire qu'elle puisse paraître, la fraternité maçonnique qui s'accomplit en première instance dans le travail en loge et sa poursuite au dehors, avant de se déployer familièrement dans des relations personnelles, repose sur 3 piliers, le fameux triptyque, sagesse, force et beauté, dont je vais toutefois modifier l'ordre ici, m'interrogeant d'abord sur la force, sous l'éclairage de la fraternité. Comme l'illustrent les rituels de réception ou de premier grade, la force en cause doit s'exercer contre les mauvais penchants du sujet lui-même, à l'instar des travaux réclamés aux néophytes puis aux compagnons en herbe, qui, munis d'un maillet et d'un ciseau, appliquent chacun son effort, tantôt à une pierre brute, tantôt à une pierre cubique, avec cette force qui en appelle autant à une maîtrise accrue de soi-même qu'au soigneux déblaiement des scories, obstruant la perception des clartés, celle-là même qui oriente l'adepte dans son chemin de vie. Cette force doit être mesurée, proportionnée au but poursuivi, retenue à bon escient pour laisser advenir le concert le plus heureux possible des forces en présence. Il ne s'agit donc en rien d'une force aveugle, mais plutôt d'une libération conjuguée de puissance, assurant la pérennité d'une œuvre, s'élevant de génération en génération à la gloire du grand architecte de l'univers, ou à tout le moins à celle de l'humanité. C'est une telle force qui imprègne la relation à l'autre, sachant qu'elle trouve dans la fraternité maçonnique son expression immédiate et spontanément la plus pleine, parce que débarrassée des peurs et nourrie de la confiance. La justesse qui la caractérise, cette force, déploie sa beauté avec délicatesse. Et là, nous trouvons le deuxième pilier de la beauté. Nos actes de générosité, veillant à se retenir de toute indécente intrusion, à ne pas plus humilier celui qui reçoit qu'à enorgueillir celui qui donne, si nous croyons profondément que l'honneur et l'honnêteté ont partie liée dans notre idéal, et que cet idéal trouve son plus favorable séjour dans la fraternité, nous ne pouvons que nous attacher aux vastes effets de nos petites attentions. Constamment soucieuses d'un point d'équilibre, meilleur gage d'un épanouissement durable, et ce point intermédiaire des relations, qui se distingue par la faculté d'un grand discernement comme par le goût d'une certaine réserve, j'ai précisément proposé précédemment de l'appeler le point de pudeur. Et c'est ainsi que la fraternité maçonnique nourrit la sagesse, tout d'abord parce qu'elle nous fait quitter le terrain du jugement pour parier constamment dans la relation avec l'alter ego sur la bienveillance, c'est-à-dire sur cette qualité de l'âme qui se mutualise plus facilement qu'une bonté qui s'affiche. La sagesse est certes instruite par la raison et l'expérience, elle n'exclut pas l'intelligence critique, mais elle la met au service du cœur, c'est-à-dire d'une foi persévérante en l'homme, ne se résignant pas plus à l'échec qu'à l'indifférence. Sans doute encline à la modération et à la prévoyance, la fraternité maçonnique offre alors son tremplin
au rebond d'une conscience plus haute, aux audaces d'engagement plus profond, chacun s'étant augmenté de cette énergie fraternelle pour affronter le destin des hommes dans de meilleurs partages. Alors, en regardant un peu derrière soi, il est facile de constater combien la fraternité maçonnique peut se conquérir et se consolider par un frottement spirituel auquel la méthode et la progression proposées par les rituels donnent des axes de direction et d'expansion, ces principes visant à la pleine et entière réalisation personnelle et sociale du sujet, et ce, dans l'ensemble de ses environnements. Par un aimable paradoxe, la fraternité maçonnique, grâce à la libre et indéfinie diversité qu'elle représente, encourage à l'unité de soi. Je crois fortement que la présence physique de l'autre, du frère ou de la sœur, dans le travail en loge, comme lors des agapes qui en prolongent l'obligation, ainsi que dans les relations qui s'en suivent, sont des conditions nécessaires à la construction initiatique et que l'usage d'outils virtuels, comme aujourd'hui au demeurant, s'il n'est pas dénué d'intérêt ni d'apport, reste un ersatz qui ne crée pas d'égrégore. J'entends par ce mot cette force collective que l'on ressent à l'unisson avec sa dynamique propre dans l'exaltation des sensibilités. Les réseaux sociaux ne créent pas de liens substantiels. Ils ont d'ailleurs trop tendance à déformer, soit furtivement, soit ostensiblement, les réactions. Rien ne vaut une loge pour puiser sa motivation dans la recherche de l'harmonie, avec l'irremplaçable point d'orgue de la tenue qu'est la chaîne d'union déjà mentionnée, et ce rappel constant qui nous invite à une protection permanente, prodiguée par la houppe dentelée avec ses lacs d'amour parsemés tout autour du temple, surplombant les travaux, cordaneux dont les brins effilochés aux extrémités évoquent la multitude des frères et des sœurs qui ont entamé et poursuivi l'œuvre, et que le tableau d'apprenti reprend au premier degré en réduction. C'est dire l'importance de ce symbole de fraternité vivante qui doit battre dans le cœur de chacun des participants. Ainsi, la tenue fait entrer dans un temps immobile qui communique avec les dimensions les plus intimes de l'être. Et c'est probablement la connaissance de cette expérience secrète vécue par tous les membres qui constitue l'actif fondement, l'empirique base d'appui de la fraternité maçonnique. Malgré son caractère incomparable pour les constructeurs que nous sommes, tournés chaque jour vers le monde, investis chacun à son niveau, la fraternité maçonnique n'est pas un formidable privilège destiné à n'être exploité qu'en vase clos. C'est un exemple très régulièrement renouvelé, devant précisément nous inspirer dans nos organisations sociales et nos rapports avec les autres. En l'état du monde, aux perspectives bien lugubres aujourd'hui, quels que soient les horizons que nous scrutions, avons-nous d'autre choix que de relever le flambeau en répondant avec vigueur et détermination à l'exhortation proférée par Martin Luther King dans son discours de Memphis du 31 mars 1968, soit à peine 4 jours avant sa mort tragique. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. J'ai dit. Toujours un petit temps de silence derrière une intervention vraiment pertinente et profonde. Merci Christian pour cette belle intervention, surtout que tu l'as faite au pied levé, puisque nous avons eu un petit changement d'intervenant, et je t'en remercie. Donc, nous allons maintenant, je vais également vous dire pourquoi j'ai choisi ce sujet, parce que, ayant lu bien sûr l'ouvrage de Florence Bergeau-Placter, j'ai trouvé une pensée de Hassan al-Banna qui m'a surpris parce qu'elle est extrêmement proche de ce que nous pensons, nous autres maçons.
à la page, je crois que c'est à la page 60 de son livre. Elle nous dit la chose suivante qui traduit la pensée d'Hassan el-Banna. Rien ne sert de vouloir réformer la société si l'on n'applique pas d'abord en soi ce que l'on veut pour elle. Et rien ne sert de se transformer dans une société hostile, il faut que les deux se transforment progressivement en même temps. Les maçons pourraient presque dire mot pour mot cette phrase, car nous sommes convaincus que l'action sur le monde doit soit précéder, soit accompagner l'action sur soi, ou l'inverse, plutôt l'action sur soi qui doit précéder ou accompagner l'action sur le monde. Parce que, comme pour les frères musulmans, la finalité de la maçonnerie, c'est l'action. Et Florence Bergeau-Blackner nous a vraiment bien décrite que l'action des frères musulmans a bien comme finalité l'établissement d'un califat moderne. Et donc, c'est vraiment une de leurs finalités. La deuxième chose qui m'a amusé, si j'ose dire, dans l'intervention de Florence Bergeau-Blackner, c'est les définitions apophatiques d'Hassan el-Banna. Le terme apophatique, vous savez, a été inventé dans la théologie catholique, puisqu'on ne peut pas dire ce qu'est Dieu, essayons de dire ce qu'il n'est pas. C'est ça l'apophatisme. Et en écoutant là, les descriptions apophatiques de Hassan el-Banna qui expliquaient ce que ne sont pas les frères musulmans, je pensais à la maçonnerie qui souvent a plus de facilité à définir ce qu'elle n'est pas plutôt que ce qu'elle est. Nous disons couramment, nous ne sommes pas une église, même si nous avons des rituels, des rites, une conception du sacré, et finalement un respect du religieux au sens non dogmatique du terme. Nous ne sommes pas un parti politique, même si le politique au sens noble nous intéresse. Nous ne sommes pas une ONG caritative, même si, et Christian l'a rappelé, si la bienveillance et le souci de l'autre font partie du logiciel maçonnique. Alors, nous ne sommes pas non plus des joyeux lurons, même si nous aimons bien fêter les agapes et fêter la fraternité autour d'un bon vin ou d'un bon plat. Donc voilà, ce caractère apophatique défini par Hassan el-Banna montre bien qu'il y a pas mal de choses. Donc je vais enchaîner tout de suite, sauf si l'un d'entre vous veut ajouter un mot sur ce que je viens de dire. On peut enchaîner sur les questions. Non, c'est bon? Alors, je vous pose... Vous voulez que je commente un peu ce que vous venez de dire? Oui, oui, s'il vous plaît. Je pense que j'ai peut-être, c'est court hein, pour expliquer la complexité de ce système-là. J'ai insisté beaucoup sur la mission, le plan de Dieu, l'accomplissement avec une visée très claire, c'est-à-dire l'instauration d'une société islamique qui remplace toutes les autres. Donc, le caractère apophatique que vous avez souligné, c'est nous ne sommes pas un parti politique, même si en réalité nous en faisons un moyen pour l'objectif, pour le plan, pour l'accomplissement l'accomplissement de cette mission. Je n'ai pas entendu ça chez Monsieur Roblin. Bon, c'était plus abstrait, mais je n'ai pas entendu, je ne connais pas très bien la franc-maçonnerie, mais tous les francs-maçons que j'ai pu rencontrer ne m'ont jamais parlé de la volonté d'instaurer un système qui remplace les autres. Donc ça, c'est très important parce que ça change évidemment tout. C'est une évidence puisque nous ne choisissons pas nos frères en fonction de leurs opinions personnelles et qu'ils se trouvent en loge des opinions très différentes, donc nous ne pouvons pas préconiser un système puisque chacun a une vision politique différente et va s'efforcer de servir honnêtement son opinion, mais sans heurter celle d'autrui. Donc, en réalité, il n'est pas possible de préconiser une solution unique dans la maçonnerie. La maçonnerie serait alors plus une cacophonie qu'autre chose, alors qu'elle veut réunir justement des gens différents. Donc, s'ils sont différents, ils le sont. Hein, oui, c'est ça. Tandis que dans le système frériste, c'est l'éradication de la différence. Alors, j'ai regardé un petit peu les questions et réponses. Alors, d'emblée, je dis à tous les spectateurs anonymes qui ne donneraient pas leur nom et qui suggéreraient que je serais un peu conspirationniste, que je ne répondrai évidemment pas à leurs questions. Ils n'ont qu'à dire qui ils sont, qu'ils aient le courage de le faire. Le courage de l'anonymat. Voilà, c'est ça. Et c'est d'ailleurs une question que je ne comptais pas poser parce que je la trouve déplacée, surtout que dans la façon dont elle est formulée,
elle ne donne pas beaucoup d'arguments non plus, parce que en maçonnerie, nous avons le culte de la contradiction, que nous appelons les avis contraires. Et nous avons le plus grand respect pour les avis contraires, ce qui est notre façon, notre tolérance, qui est absolue. Et quand je dis tolérance absolue, il ne faut pas se méprendre. C'est une tolérance à l'idée de la liberté d'expression et d'expression des idées. Ça n'est pas une tolérance à l'égard des actes. Je dis souvent que si vous me marchez sur le pied volontairement, vous prendrez une claque. Donc, ce qui peut paraître pas peu tolérant pour les uns et les autres, mais qui est quand même les réalités. Donc, une première question de Pierre Pamard. À combien chiffre-t-on les adeptes du frérisme en France et dans quel secteur sont-ils les plus actifs? Est-ce dans l'économie? Pour Florent. Alors, je dirais que le secteur le plus actif du frérisme en général, alors oui, ça me permet de préciser que je parle du frérisme comme idéologie élaborée à partir donc de l'arrivée des frères, mais qui ont influencé 2, 3 et bientôt avec la génération qui naît, 4 générations de musulmans. Donc je m'intéresse moins à l'appareil institutionnel, d'autres s'y attellent, c'est très difficile parce que c'est une confrérie secrète, mais disons qu'en gros, il faut se la représenter comme ça, peut-être quelques milliers, peut-être dizaines de milliers de frères assermentés à l'intérieur de la confrérie, qui évidemment reste strictement secrète, surtout dans une société de transparence, il vaut mieux vraiment rester caché. Et un cercle d'affiliés autour qui sont plus visibles, qui s'activent dans les associations et qui portent la parole frériste, mais sans être forcément assermentés, sans être dévoués corps et âme à elle. Les secteurs pour moi les plus influencés par le frérisme sont les universités en premier. Tous les mouvements islamistes se sont développés même dans les pays musulmans à partir des universités. Donc ce sont les jeunes cerveaux que l'on veut endoctriner, ceux qui ont un rapport justement au texte littéraliste, que les frères ont cherché à endoctriner dès le début, que ce soit dans les pays musulmans ou en Europe. Et le deuxième secteur, c'est évidemment l'école. On le voit, hein, les frères ne lâcheront jamais hein, sur le hijab, c'est-à-dire que la loi 2004 protège les enfants de porter le hijab à l'intérieur de l'école publique. Par contre, elle n'a aucun effet sur l'école privée, il faut le rappeler. Or, l'école privée, c'est une école il y a de plus en plus d'écoles privées. C'est un enseignement qui se déploie. Donc, ça veut dire que les enfants peuvent être voilés à l'école. Que ça, c'est pour moi la première d'ailleurs des choses à faire, c'est d'interdire le voilement des mineurs. Mais enfin, ça, j'y reviendrai, je dirai pourquoi c'est important. Donc, l'école, très important. On tient encore un peu bon avec la loi 2004, mais vous avez vu que les offensives à Baïa visent quand même à la déstabiliser. Or, il faut quand même toujours comprendre quelque chose. C'est un peu comme le Hamas, malheureusement, euh, dans sa, dans sa visée et non pas dans ses moyens. Mais les frères ont un plan et ils n'arrêteront pas tant qu'ils ne sont pas arrêtés eux-mêmes. Parce que la dynamique que j'avais étudiée d'ailleurs pour le halal, ce qui conduit à chercher toujours plus halal que halal, les entraîne en fait vers une surenchère perpétuelle. Donc ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'on dise non. C'est pour ça que la loi de 2004 était très très importante et c'est pour ça qu'ils la combattent si intensément, parce qu'évidemment il faut endoctriner le plus jeune possible. Alors l'économie du halal est bien sûr une économie pour moi frérisée. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à créer un grand marché séparé d'exactement les mêmes produits et les mêmes services que dans l'espace commercial conventionnel, mais donc en version halal. Donc concrètement, les industries qui produisent du halal ne sont pas musulmanes. Par contre, elles sont certifiées par des organismes d'accréditation, de certification, qui sont, elles, proches des frères musulmans, qui ont ce logiciel fondamentaliste qui permet à des instructions coraniques ou de la sunna très ancienne d'être adaptées à la machine industrielle. Donc il n'y a que les fondamentalistes hein, pour faire de la certification industrielle à l'échelon mondial. Donc ça, c'est un autre des grands secteurs. Et puis, il y a un certain nombre de rapports hein, qui sont parus sur l'infiltration dans les entreprises, même dans l'administration, y compris dans la police. Des rapports qui sont
tous, qui adressent toujours un secteur en particulier, qui s'occupent d'un secteur en particulier. Mais mon livre, justement, ça permet de prendre, de dézoomer un peu, de prendre un peu de recul et de voir qu'en fait, tout ça s'harmonise assez bien. Et quand Kardawi parle de procéder par secteur, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois, c'est qu'il l'avait fait, il l'avait dit, il l'avait imaginé, il en a parlé, tout ça a été discuté à l'IESH, hein, l'Institut européen des sciences humaines, qui est en réalité un institut de la pensée des frères, avec son bras de production de fatwa, le CEFR, le Conseil de la fatwa et de la recherche, le Conseil européen. Donc tout ça, il faut mettre en lien en fait toutes ces stratégies, toutes ces méthodes d'entrisme un petit peu dans tous les secteurs qui visent en fait à, à faire accepter c'est ce que j'appelle le charia compatible, un certain nombre de normes, de modifier des lois pour que... Alors, il y a deux choses qui aident énormément. C'est bien sûr la dynamique du marché halal, parce que vous ne pouvez pas manger avec des mécréants, vous pouvez pas... il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire avec des mécréants, donc qui organisent le séparatisme. Et puis, l'autre outil très efficace, c'est l'accusation d'islamophobie, puisque quand vous êtes accusé d'islamophobie, enfin, quand vous émettez la moindre critique, même dans un dialogue, eh bien, vous êtes immédiatement taxé d'islamophobe, de raciste, et donc disqualifié. Ça permet aussi de produire des rapports très fréquemment sur le problème de l'islamophobie d'État, qui est une imposture dénoncée moult fois, mais malheureusement, ça n'empêche pas de donner beaucoup d'argent à ces mouvements pour qu'ils produisent ces rapports qui vont expliquer ensuite comment rééduquer la société occidentale pour qu'elle accepte l'islamisme. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est comme ça aujourd'hui que se diffuse le frérisme, qui, comme vous l'avez compris, n'implique pas que tous les musulmans soient des fréristes. Mais quand on voit que 60% des lycéens ou des jeunes de moins de 25 ans pensent que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, on voit quand même qu'il y a eu un gros travail de fait. Oui. Est-ce que vous permettez, quoique vos propos n'incitent pas à l'humour, faire un petit trait d'humour, c'est-à-dire que nous sommes aussi convertis à l'islam par l'assiette, puisqu'aujourd'hui 80% de nos poulets sont égorgés sans être estourdis, exactement dans les mêmes filières que les poulets halal, et que probablement 20 ou 30% de la viande que nous consommons est également égorgée sans être estourdie, dans les mêmes filières, et que nous les consommons sans savoir alors que en gros la population musulmane représente 8% de la population française. Donc il n'y a pas de raison que nous ayons 80% des poulets et 25% ou 30% de la viande. Alors c'est Oui, oui, ça, ça va. et la raison pour laquelle c'est fait est très simple, c'est que ça coûte moins cher que d'assommer une pauvre bête. C'est un acte supplémentaire qui coûte un peu, et donc dans les abattoirs, on préfère faire des économies, et donc c'est assez lamentable d'en être là, sans compter la souffrance animale, mais je ne voudrais pas mélanger les deux plans. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Je l'avais dénoncé d'ailleurs avec les organisations de protection animale comme l'OABA en 2004. C'est moi qui avais donc alerté sur le fait qu'on mangeait effectivement de la viande dite halal, industrielle, sans le connaître, sans être informé. J'ai beaucoup travaillé avec des vétérinaires, avec des gens de ces... de La secteurs de filière? la viande, etc., pour qu'on puisse, voilà, des gens de la filière, des chevillards, etc., pour qu'on puisse tracer ces viandes, et au moins que les gens soient informés de part Oui. et d'autre. Mais ça a toujours été impossible, bloqué au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne ayant décidé voilà, d'ignorer cette question au titre de ce qu'on appelle quand ce sont les États en fait, hein, qui doivent La statuer subsidiarité. la subsidiarité, voilà, Hmm. c'est ça, au plus proche. Oui, mais la subsidiarité en France, il y a eu un scandale il y a quelques années là-dessus. Le ministre de l'Agriculture a fait des grandes déclarations, mais il n'y a rien eu après. C'est-à-dire, il y a des grandes déclarations sur le moment parce qu'il y a une grande émotion, la presse s'en empare, et Oui, mais puis en on réalité, ce continue ne sont comme pas les avant.
hein, ce sont pas les plus forts lobbyistes contre l'étiquetage, ce sont nos chevillards, nos négociants, l'industrie d'abattage, Bien ce sûr, sont eux qui bloquent, hein. et notamment Bigard, qui n'est pas qu'un humoriste, hein, qui est également le Ouais. propriétaire de, je crois, 200 abattoirs en France, ou quelque chose comme ça. Et si vous voulez, c'est ça, c'est là-dessus que je mets l'accent, c'est tout ça. Alors en tant que tel, on peut dire que c'est pas très grave, il y a quelques animaux qui meurent, il y a des gens pour qui la souffrance animale ne vaut rien. Bon, mais le problème, c'est quand on met l'éducation, Mais l'université, ça se rajoute. Et voilà, donc, c'est une c'est l'effet cécité qui commence à système, s'installer. On, c'est l'effet système on qu'il se faut. relâche. C'est l'effet système qu'il faut souligner afin que les citoyens soient informés et qu'ils puissent s'en défendre. Parce que je ne pense pas que le politique soit en capacité aujourd'hui d'agir contre ce phénomène. Il faut que ce soit les citoyens qui comprennent les enjeux, qui comprennent autour d'eux comment ça fonctionne. Il y en a de plus en plus, hein, qui demandent ça. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut y venir, on peut en venir à bout, mais ça devient vraiment urgent, hein. Pour avoir discuté avec Merci. des propriétaires d'abattoirs, c'est pas tellement que ça coûte moins cher, et c'est vrai que ça coûte moins cher la filière halal, c'est surtout que c'est très compliqué et beaucoup plus cher de mettre deux chaînes différentes de production. Exactement. Alors après, ce besoin d'étiquetage, évidemment, tout professionnel est hostile à ce qui va augmenter ses coûts par principe. Donc, on peut le comprendre, mais c'est vrai que peut-être que le législateur, justement, actuellement, on est obligé de définir tellement de détails sur l'origine des produits, qu'on a des étiquettes qui comprennent la moitié de l'Ancien Testament sur 2 millimètres carrés. Donc, il faudrait peut-être que le législateur intervienne. Une question, alors là, qui nous change un peu de notre territoire, de Frédéric Écoutin. Le frérisme musulman est-il seulement arabe? Ou est-ce qu'il existe Ah en non, pas du tout. Tunisie? D'ailleurs, c'est ce que je Alors, disais, hein, il y a la branche indo-pakistanaise en ourdou, hein, de Maudoudi. Euh, le frérisme fonctionne très très bien en Malaisie, par exemple, avec l'islamisation de la connaissance, des universités entièrement islamiques, c'est-à-dire on pense la science dans le cadre de l'islam. Je sais pas où ça va nous amener. Mais ça permet quand même de faire voler des avions, parce que Dieu n'est pas contre le fait que les avions tombent quand ils ont plus d'ailes. Mais plus sérieusement, non, le frérisme, c'est vraiment globalisé et adapté à nos sociétés pacifiques selon des méthodes, voilà, de contournement du politique en passant par l'économie du halal, par l'islamophobie, par tous ces éléments-là. Une autre question toujours de Frédéric Écoutin. Il nous dit, le côté mission me fait penser aux témoins de Jéhovah. Pourrait-on sociologiquement et religieusement faire un parallèle? Alors, j'avoue que c'est toujours un peu le problème des spécialistes, c'est que en dehors de leur spécialité, malheureusement, je ne connais pas assez bien les témoins de Jéhovah pour répondre. Les témoins de Jéhovah ne semblent être sur plusieurs continents assez actifs, mais voilà, on n'en entend pas parler tant que ça, ils ne tuent pas trop. Enfin voilà, c'est très difficile de comparer un mouvement mondialisé qui est en pleine expansion dans tous les secteurs, comme j'ai dit, et un mouvement piétiste missionnaire qui tape à la porte, quoi. Je crois qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes dimensions, en tout cas. Mais je ne connais pas assez pour répondre précisément. Oui, je crois qu'on peut dire que sur l'aspect missionnaire, évidemment, les témoins de Jéhovah ont une volonté prosélyte, etc. Mais ça se limite à la religion, à l'aspect religieux des choses. Voilà, s'il n'y a pas d'intention de prendre possession de différentes sortes de pouvoirs et d'intrusion dans les différentes sphères de la société. Euh, oui, une autre question, toujours de Frédéric Écoutin, qui a posé beaucoup de questions. Le soufisme est-il aussi un des outils du frérisme? Alors oui, d'ailleurs, le frérisme s'inspire du soufisme. Initialement, j'en parle un petit peu dans mon livre, Hassan el-Banna a une formation très éclectique, hein, à la fois soufie, à la fois moderne, à la fois traditionnelle. Et, et dans le frérisme, il y a cette dimension de la modification de soi pour modifier le monde qui est effectivement d'origine soufie. C'est peut-être d'ailleurs un des points communs entre le soufisme et la franc-maçonnerie, Christian.
un point commun entre le soufisme et la franc-maçonnerie. Alors, il y a des points communs, puisque j'ai connu dans mon passé maçonnique, enfin, un frère qui est très âgé maintenant, mais qui était également soufi. Et donc, c'est parce que c'est une spiritualité beaucoup plus libre et un rapport direct à la vie intérieure. Donc, c'est cette liberté. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est condamné dans le soufisme par ses détracteurs musulmans eux-mêmes. Donc, oui, je crois qu'il y a. C'est... Alors, on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie soit réellement mystique et qu'on va tourner comme des derviches tourneurs, même autour des trois colonnes, mais, des trois piliers. Mais il y a quelque chose de commun. Alors, il y a quand même des tendances mystiques chez les maçons. Enfin, pas dans toutes les obédiences, mais il y a eu surtout au 19e siècle et au début du 20e des tentations de ce genre. Non, je crois que c'est surtout l'ouverture à une vie de l'esprit, c'est-à-dire à accepter que quelque chose de libre advienne dans l'esprit. C'est cette confiance dans la capacité de l'homme à percevoir quelque chose de l'ordre du divin. Alors nous-mêmes, nous pouvons utiliser ce mot à titre personnel, mais pas en tant que maçon. Mais en tant que maçon, nous pouvons accueillir tout de même une, une flamme de l'esprit. Moi, j'avais été surpris en ayant regardé certains textes et certains documents sur le soufisme, sur l'emplacement d'une réunion de soufis. Ah oui, Il ressemble beaucoup aux emplacements d'une tenue dans une loge maçonnique avec certains intervenants à certaines dans les places. tarikas, tu Le veux dire? président, voilà, le président a une position donnée, etc. Et ça, je trouvais que s'il y avait bien sûr, on est dans le domaine de l'analogie. On n'est que dans ce domaine-là. Il y avait une certaine ressemblance avec les pratiques, avec l'organisation d'une loge maçonnique, d'un atelier. Bon, mais on va Oui, mais changer. ça, on peut le trouver dans d'autres religions, hein. C'est-à-dire dans l'orthodoxie ou dans la religion juive, on le retrouve aussi, les places. Une question d'Annie Orduna. La France est peut-être l'un des rares pays qui distingue secte et religion. Ne sommes-nous pas en présence avec les frères musulmans d'une secte véritable quand on connaît sa doctrine d'interdiction de quitter la secte? Les apostats et leur sort dans cette secte ne tracent-elles pas exactement la frontière entre secte et religion? C'est toute notre difficulté. Vous allez répondre plus pleinement, Florence, mais c'est la difficulté qu'on a avec l'Europe. Quand on voit qu'en Allemagne, on ne fait pas cette distinction, il y a un point de vue extrêmement libéral vis-à-vis des sectes, et que nous-mêmes, nous passons pour d'affreux sectateurs des sectes. On vous écoute, Florence, si vous voulez bien. Oui, ben, il y a le sectarisme est évident, puisqu'on ne peut pas sortir. La secte se caractérise justement par le fait que quand on y rentre, on n'arrive plus à en sortir, où les barrières sont si fortes qu'elles peuvent détruire l'individu. C'est un peu le cas ici. Mais seulement sortir où? Si dans la mesure où on a une communauté musulmane de 8 à 10 millions de personnes en France, par exemple, il est très très facile de vivre dans l'espace du halal, dans l'espace musulman, sans en sortir toute une vie. Et c'est de plus en plus vrai. Les musulmans, je tiens à le dire, subissent quand même cette pression frériste depuis 40 ans. Oui. Souvent on dit: «Mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils vont pas dans la rue? Pourquoi ils manifestent pas?» et cetera. Mais en fait, si on regarde aujourd'hui les Français non musulmans, ou d'autres confessions, hem, de la même manière, ne se révoltent pas, ne se révoltent plus, quand les enseignants eux-mêmes ne peuvent plus faire leur travail, quand, quand il y a la suppression, par exemple, d'événements, culturels parce qu'on a peur des frères, et cetera. Plus personne ne sort dans la rue. Donc les musulmans sont des Français comme les autres, malheureusement, et ne sont pas plus courageux parfois, et ils restent comme ça. Mais je pense qu'ils subissent un petit peu, comme les Palestiniens doivent subir le Hamas. À un moment donné, ils deviennent tellement, l'endoctrinement est si fort dans les écoles coraniques, que qu'effectivement ça produit des enfants qui sont presque en état de schizophrénie, entre l'école, entre le monde quand il sort, et c'est une catastrophe à venir.
il faut regarder un petit peu cette littérature, Est-ce que hein, vous aller avez une dans… idée de ces écoles coraniques, combien elles réunissent d'enfants par rapport à la population d'enfants musulmans? Combien y en a-t-il qui fréquentent Bon, les ça, écoles on coraniques? n'a pas de chiffres, mais c'est tellement répandu d'aller à l'école Ah bon? coranique, d'aller prendre… Oui, ça c'est vraiment très, très répandu. D'ailleurs, souvent, pour éviter que leurs enfants partent chez Daesh, beaucoup de familles musulmanes les envoyaient à la mosquée pour apprendre le vrai islam pacifique. En réalité, c'était une autre forme d'endoctrinement, beaucoup plus douce, moins guerrière, mais psychologiquement, où on vous apprend le licite et l'illicite et à amener vos coreligionnaires et même les autres à suivre la voie, la bonne voie. Donc il faut regarder ça de près. Malheureusement, il n'y a pas d'études parce que, comme je vous l'expliquais, à l'intérieur même de l'université, il y a beaucoup d'hostilité à ce genre d'études qui seraient critiques forcément. Il faut dire au contraire toujours du bien de ce qui se passe dans la communauté musulmane pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite, etc. Ça s'est installé. Donc, du coup, on n'est plus suffisamment nombreux pour étudier ces phénomènes. Le phénomène de l'entrisme aussi est un phénomène qui touche tout le monde, y compris la franc-maçonnerie, je tiens à vous le dire. Pour tous les loges qui sont présentes ici, il est évident que parmi les cibles, on le voit d'ailleurs sur la charte du Hamas, je viens de la lire, c'est pour ça que je l'ai vraiment en tête. Donc, attaquer directement les francs-maçons, les frères détestent les francs-maçons. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que, hein. Oui, oui, enfin bon, là je parle du frérisme, donc il les déteste vraiment, même si parfois il les imite. Et donc ils veulent, et quand ils détestent quelque chose, eh bien ils pratiquent l'entrisme. Et D'accord, pour le dynamiter de l'intérieur. voilà, c'est ça. Alors par Mm. exemple, vous avez cet individu anonyme, je ne veux pas dire si c'est un entriste ou non, évidemment, mais c'est tout à fait le genre de choses Oh, mais qui pourrait bon, arriver. il Je parle… représente une doxa, c'est Voilà. répandu. Je ne veux pas parler de… C'est juste une illustration Oui. de ce qui se passe, du phénomène de pourrissement aussi de la réflexion dans un milieu. Quand quelqu'un comme ça arrive, il vous pose des questions sans arrêt, un peu comme sur Internet, vous avez pu être témoin ça sur Twitter, sur Facebook. Quelqu'un arrive, vous pose des questions sans arrêt, toujours les mêmes, essaye de vous coincer alors qu'il y a une réflexion en cours et que les gens peuvent se tromper, hésiter, mais c'est ça la discussion. Eh bien, ils arrivent toujours avec les mêmes idées jusqu'à ce que ça pourrisse complètement la discussion. Et c'est comme ça que ça se passe avec le frérisme. Tous ne sont pas frères musulmans, ceux qui agissent Oui. comme ça. Alors, je vais, si vous me permettez, apporter un petit tempérament, puisque ça fait bientôt 40 ans que je suis franc-maçon, et dans cette expérience, j'ai pu avoir un certain nombre de frères qui appartenaient à différentes religions, dont des musulmans, évidemment, et qui ont été d'excellents frères de bout en bout. Donc, la difficulté que les musulmans ont aujourd'hui, parce que s'ils étaient tous terroristes ou je ne sais quoi, ça se saurait, je veux dire, ça ferait quand même quelques millions de personnes qui seraient Personne n'a dit dangereuses. ça. Personne n'a dit ça. Oui, non, non, mais je dis Non, mais ça c'est parce qu'en intéressant. Oui, mais réalité, quand vous le dites, en fait, non, mais c'est très intéressant. oui, Permettez-moi cette petite allez-y. remarque. Quand vous dites, mais les là ne sont pas tous terroristes, ça implique dans beaucoup de têtes qu'il y a des gens qui penseraient ça. Or, personne ne tient Non, cette… non, il y a des gens qui le pensent, c'est-à-dire qui se méfient d'une manière spontanée. Donc, je voulais dire que tous les musulmans qui appartiennent à la maçonnerie ne font pas d'entrisme. Voilà ce que Mais bien évidemment, je voulais bien oui, mais marquer. c'est une Alors, il peut façon… y avoir un peu d'entrisme, mais il y en a d'ailleurs au plan politique aussi, il peut y en avoir dans tous les La secteurs. façon dont vous répondez risque de faire croire que j'aurais pensé ça. Et ça, Ah c'est non, très, non, non, très non, non, dangereux. non, non, Voyez. c'était un correctif général, ça n'a rien à voir avec votre pensée à Mais vous. personne n'a jamais dit qu'il y avait, que tous les musulmans faisaient de l'entrisme Non, non, au-dessus non, des non, non, francs-maçons. non. Donc, je crois qu'il Mais faut c'est pour dire vraiment être que, très clair avec ça et se dire que le frérisme, ça n'est pas l'islam, ça n'est pas les musulmans. C'est d'accord, très très bien, oui. important de faire la différence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé mon livre Le frérisme. J'aurais pu dire les frères musulmans, le frérisme musulman. Je n'ai pas voulu. D'accord, le frérisme tout court. C'est vraiment quelque chose de très particulier dans l'islam. Moi, je tiens à dire que les amateurs d'artichauts vinaigrettes ne sont pas des terroristes. Voilà. D'accord, très bien. Bon, Ben, voilà. vous voyez que nous avons quand même un grand spectre de réactions dans notre public, hein. Revenons à une question finalement qui découle de tout ce qu'on vient de dire, une question de Gary Grimbert. Y a-t-il un risque de voir notre pays réputé laïque se faire dépasser par l'idéologie frériste, comme l'a connu un autre pays laïque, la Turquie?
Comment pourrions-nous nous Non, épargner ce risque? c'est pas la même chose pour la Turquie. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Parce que enfin, la Turquie s'inscrit dans une perspective politique où on a, où notamment Erdogan a voulu récupérer entièrement l'islam pour devenir le nouveau pape de l'islam ou le point de convergence de l'islam. Mais en fait, la Turquie et même la laïcité turque n'avait peu de choses à voir avec la tradition française de laïcité. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre les situations politiques et les évolutions. La Turquie a été, c'est le résultat croupion de l'Empire ottoman. Donc après, il y a eu un désir de résurgence sur une zone, mais sans aucune tradition réellement démocratique. Il n'y a pas du tout d'expérience républicaine comme il y a eu chez nous. Donc non, je ne crois pas. Je vous laisse parler, Florence, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes contextes. Je pense que la laïcité à la française a été instrumentalisée par la Turquie pour des Oui, motifs de politique interne, oui, mais qui mais que en fait, la laïcité dans ces deux pays n'ont rien à voir. n'ont Mais rien pour à répondre voir. à la question qui était la question d'avant, c'était est-ce qu'on peut être frérisé au point de perdre la laïcité? Ben, écoutez, ça a déjà un peu commencé avec cette laïcité inclusive, Hmm. cette laïcité différentialiste, Ou c'est-à-dire ouverte, on a parlé aussi de laïcité voilà, ouverte. c'est Bobéro, qui est d'ailleurs le fondateur de mon laboratoire, qui dit voilà, qu'il y a il existe une laïcité fermée, puisqu'il en a une ouverte. Cette laïcité donc différentialiste, où chacun vient avec ses idées, avec ses valeurs, etc., et vit côte à côte, c'est évidemment le contraire de, de l'esprit de laïcité pensé par la République. Mais c'est déjà un instrument formidable pour la frérisation de la société. Il faut d'ailleurs, enfin, j'entends souvent ce que vous dites est tragique parce qu'en fait, on pense qu'il y a un concept de laïcité qui serait archaïque, etc. Je dirais que Bobéro nous est connu par d'autres circuits et moi-même je m'oppose à ces conceptions. Je pense qu'il faut en revenir à la conception d'Aristide Briand, hein, qui est sur la laïcité. C'est vraiment celle-là qui a été qui fait l'objet de la loi de 1905, et c'est ce principe de laïcité protectrice des opinions et des cultes, et qui est complètement neutre à cet égard, mais qui impose dans l'espace public une neutralité. Donc je pense que c'est très important, et c'est d'autant plus important qu'on voit le fracas que provoque le fait de ne plus respecter ce principe de laïcité. Donc on a sous les yeux les conséquences de son abandon. Mhm. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de que pouvons-nous faire? Une question de Michel Gothard qui représente ça. Que peut faire le citoyen face à l'entrisme des frères musulmans, puisque vous dites que les politiques ne peuvent ou ne veulent rien faire? Et malheureusement, Michel Gothard ajoute, ne pensez-vous pas que les institutions, notamment universitaires et celles de l'éducation nationale, auraient un rôle à jouer? Moi, je crains justement que les institutions universitaires et l'éducation nationale soient les premiers à être pénétrés par une Et forme c'est ce que enfin, une forme de complaisance à l'égard de ces mouvements-là. oui, Florent. c'est pour ça qu'il faut que les citoyens se forment eux-mêmes maintenant en lisant en écoutant les bons programmes, en lisant les bons livres, en se réunissant, en parlant. Il y a une chose qui peut aider quand même, c'est que si on vous dit que quelque chose que vous voyez n'existe pas, c'est d'abord ce qu'on vous dit qu'il faut remettre en question. Or, on voit aujourd'hui trop de gens qui disent, ah ben oui, les enfants, donc cette femme dit que son voile, c'est sa liberté, mais moi, il me semble quand même que c'est pas sa liberté, puisqu'en même temps, elle dit que elle est obligée par Dieu de le porter. Ben, croyez-vous vous-même, plutôt que d'essayer de comprendre par des circonvolutions qui donnent mal à la tête son point de vue. Il faut se croire, il faut se faire confiance. Or, justement, la lutte contre l'islamophobie, elle est démoralisante.
Elle vise à vous faire croire que ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce n'est pas bien, parce qu'au fond, vous êtes raciste, au fond, vous êtes islamophobe. Donc, la première des choses, c'est de reprendre confiance pour les citoyens et de penser par eux-mêmes. Ça, je sais à qui je m'adresse, vous le savez très bien, et de résister à tous ceux qui vous font prendre des vessies pour des lanternes, ou aussi cette idée que les musulmans sont victimes d'un racisme d'État en France, qui est absolument faux et que chacun peut voir. Eh bien, il faut résister à ces idées-là parce que ce sont ces idées toxiques qui nous désarment. La première chose, effectivement, c'est le mot résistance. Une question de Malika Marie-France Warty qui nous dit que dans certains pays musulmans, les frères musulmans sont interdits. Pensez-vous qu'il serait bon d'interdire en France cette association? Et elle ajoute une autre question sur les femmes chez les frères musulmans. Est-ce que vous avez un mot à en dire? Alors, par exemple, les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis ou en Égypte. Les frères musulmans sont limités dans leur expression en Autriche, pour être dans un pays européen. Ça ne les empêche pas, malheureusement, de continuer leurs activités. Donc, c'est très difficile d'interdire une confrérie qui a toujours été l'objet d'une persécution, en tout cas de son point de vue, depuis sa naissance, parce qu'elle s'est construite véritablement comme une société secrète. Donc, comment interdire quand vous n'avez pas la liste des membres? Comment donc l'Autriche a trouvé ce moyen qui n'est pas formidablement efficace, qui consiste à interdire toute publication des frères musulmans. Mais ça n'empêche pas, avec les réseaux sociaux, évidemment, de retrouver ces publications, ces publicités, ces prédicateurs, etc. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt par l'intelligence qu'on combattra un phénomène intelligent. J'avais vu parmi vos questions aussi, est-ce qu'il y a un lien entre terrorisme et frérisme? Bah oui, ça donne le Hamas. Le Hamas, qui est la branche Qutbis, c'est-à-dire djihadiste des frères, qui lui a les mêmes objectifs, hein, toujours la transformation des différents domaines, mais par la guerre, parce qu'elle est dans un contexte où la guerre peut être intéressante. Donc c'est une question d'efficacité de moyens. Les frères sont très économes. Tout est bon pour arriver à l'objectif et s'il faut, eh bien, il faudra la guerre. Mais en Europe, ça n'est pas très efficace. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, les attentats comme ça, comme ceux d'Arras, c'est une violence, à mon avis, qui vient euh, de l'esprit du martyr, hein, qui est véhiculé par le frérisme. Il y a des individus qui n'arrivent pas en fait à se conformer à tout ce qu'il est demandé, parce que c'est hyper exigeant, et qui en culpabilisent tellement qu'à un moment donné, pour se sauver, pour sauver de ce qu'ils ont fait, pour sauver leur famille, eh bien, ils peuvent se sacrifier, croyant aller au paradis et apporter à leur famille du soutien. Une question qui nous décentre un peu de la France, une question de Frédéric Écoutin. Dans des pays moins laïques que la France, mais laïques entre guillemets, comme le Royaume-Uni par exemple, il ne semble pas que les difficultés soient plus grandes. Est-ce une illusion? Et à travers sa question, je pense que est-ce que la laïcité est une protection contre l'entrisme des frères musulmans? C'est une bonne question, parce que moi, je disais, j'étais avec quelques de vos confrères hier soir, et je disais que malheureusement, c'est la démocratie qui est en danger, et pas seulement la laïcité. La laïcité est très bien armée pour combattre le communautarisme et le côte-à-côtisme, si on peut dire. Par contre, elle n'est pas bien armée pour combattre la théocratie. Le mot-clé, ce sont des théocrates. Ce ne sont pas des grands théologiens, les frères, mais ce sont des théocrates. Ils veulent la loi de Dieu. Donc, la laïcité est impuissante. D'ailleurs, tous nos partenaires européens qui n'ont pas la loi de 1905, qui ont parfois des religions d'État, sont totalement impuissants face au frérisme. Une question toujours de Malika Marie-France Warty. Quel est le lien entre le frérisme et le wokisme? Est-ce que Il est très fort. Il est très fort puisque le wokisme est un mouvement de déconstruction. Et évidemment, pour que la secte puisse agir, hein, je vois
Monsieur Patrick Florence qui me dit leur stratégie est proche de celle d'une secte, séduction, déconstruction, reconstruction. Ben c'est ça. La séduction, c'est le marché. La déconstruction, c'est le wokisme. Et eux n'ont plus qu'à reconstruire. Je crois que vous avez une obligation, Florence, de Oui, nous en effet, laisser oui, dans un 5 petit minutes. peu. Je ne sais pas si vous pouvez encore rester quelques minutes. C'est pour ça que je pose plus de questions qui concernent Florence, parce que je poserai d'autres questions à Christian après votre départ. Alors, je voulais une autre question. Je vais faire une question plus, oui, cette question, attendez, est-ce qu'il y a des, enfin, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'opus? C'est une question que j'ai perdue. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'Opus Dei? Là encore, je ne connais pas suffisamment l'Opus Dei. Euh, Beaucoup me disent qu'il y a des choses très similaires, mais moi, encore une fois, je ne vois pas le plan. Je ne vois pas le plan s'imposer sur la Terre, c'est-à-dire par éradication de toute altérité. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais l'islam a prévu un statut particulier pour les juifs, les chrétiens, etc. En réalité, c'est les juifs et les chrétiens, mais selon la pensée de l'islam. Donc, ça n'est plus le christianisme ni le judaïsme. Et toujours dans un statut minoré. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, ça ne compte pas. Euh, Comment on peut, je vois un peu quelques questions. Donc le frérisme a bien évidemment des liens avec des mouvements révolutionnaires. Le frérisme est un mouvement révolutionnaire global. Euh, euh, L'entrisme des frères musulmans, bien sûr qu'il s'exerce dans le milieu syndical. Ça a été un des premiers. D'ailleurs, j'ai parlé de l'université, mais aussi il y avait dès le début, et ça, Gilles Kepel en parle dans Les banlieues de l'islam, son tout premier ouvrage de l'entrisme des frères dans les milieux syndicaux. Sur ma protection, bah oui, je suis toujours sous protection policière parce que effectivement, je suis en danger, objectivement, vu l'absence totale de soutien de l'université et du CNRS. Évidemment, c'est dangereux pour moi. Ça laisse penser finalement que j'ai tort et que je suis une personne voilà, qu'il faut faire taire d'une manière ou d'une autre, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une question toujours dans les secteurs pénétrés par le frérisme. Une question de Philippe Ricord. L'entrisme des frères musulmans s'exerce-t-il dans le milieu syndical? Oui, c'est ça, j'y ai répondu, j'ai dit oui, c'était même un des premiers secteurs, et Gilles Kepel en parle dans son premier livre, et qui date de 1987, j'aurais pu le préciser. Alors, une question qui est peut-être un peu à côté, mais pourquoi pas, de Hugues Zinzou. Il y a actuellement une réflexion sur le panafricanisme, euh, qu'il voit comme étant finalement une forme de suprémacisme. Est-ce que en Afrique, les frères musulmans, je parle dans l'Afrique autre que l'Afrique du Nord, est-ce que les frères musulmans jouent un rôle dans la zone africaine? En fait, les frères musulmans jouent un rôle dans la diffusion de toutes les idéologies wokistes, décoloniales, suprémacistes, du Sud, noires, etc. On le voit avec AJ+, si vous regardez la chaîne AJ+, destinée aux jeunes, c'est vraiment ça, c'est du wokisme diffusé par, par le Qatar, donc une pensée frériste. Après, le monde musulman, notamment maghrébin, est très raciste. Ils n'aiment pas les Noirs, je veux dire, ils le disent sans complexe. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui... l'alliance entre les Africains subsahariens et nord-africains est un peu délicate à cause de ces préjugés qui sont assez tenaces. Une question sur toujours la pénétration du frérisme dans les institutions internationales. Est-ce que les institutions, je pense aux institutions européennes, etc., est-ce qu'on a des traces ou des preuves, Je des suis en train actions? d'y Voilà. travailler. Enfin, il y a un chapitre qui est consacré à ça, donc oui, très clairement. Après, il y a beaucoup d'argent qui vont aux associations fréristes. Encore faut-il les débusquer, les identifier. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de moyens, donc on y travaille à partir de mon livre, justement, des définitions que j'ai données. Ça donnera ses fruits dans quelques mois. Merci Bien, beaucoup.
Oui, Christian, tu veux Je ne intervenir? sais pas si, je sais pas jusqu'à quelle heure Florence Oui, était ben là, disponible. il faut que je vous quitte et Oui, je vous parce que remercie je vois que beaucoup. l'heure tourne. Je Il faut vous qu'on vous remercie beaucoup remercie. de Vous nous votre avez beaucoup invitation. honoré de votre présence. Et en tout cas, vous êtes très bienvenue chez nous. J'arrache ces mots de la bouche de Jean Robert. Je parle à sa place. Nous avons été enchantés de vous entendre et nous pensons que c'est seulement les yeux ouverts que nous pouvons avancer. Donc, Absolument. Et ne pas nous vous confondre remercions islam et infiniment. islamisme, très important. Oui, bien sûr. Bien, merci Florence, Merci à très beaucoup. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Donc là, maintenant, on va arriver à une question. On va peut-être rester maintenant un peu plus dans le domaine de la franc-maçonnerie. On avait déjà évoqué la question de la franc-maçonnerie cible des frères musulmans. Donc, on va, bon, à part le discernement de nos vénérables maîtres ou vénérables maîtresses qui font du recrutement, et puis les enquêteurs qui sont censés percer le fond des cœurs et des reins des Oui, assistants, sondez. ou sonder. Oui. Je vois que tu n'aimes pas le mot Les percer, reins et les cœurs. Alors, absolument. la question, Alors, je vais en trouver une qui me paraît pas intéressante. trop dur, s'il te plaît. Non, 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 je vais lancer. Alors, je l'avais trouvé, mais il faut dire que je vous avais posé beaucoup de questions et malheureusement, on ne pourra pas toutes les aborder. Une question de Alain Laurenti qui nous dit, Oui. Christian Roblin pourrait-il développer le pourquoi de la cécité de nos élites, et il met élites avec Z-E-L-I-T-E-S entre guillemets, Oui. et comment les éclairer et les éveiller? Alors, bon, je ne sais pas si il y a une cécité particulière des élites. Il y a toujours eu un certain conformisme ou des pensées dominantes, des doxas. Donc, je ne crois pas que ce soit si nouveau que ça. Je pense que les uns et les autres, nous avons une certaine paresse intellectuelle, et que la grande difficulté, c'est aussi des peurs, hein. Nous nous protégeons de nos propres peurs par d'autres peurs. Donc, c'est une chaîne continue de peur qui nous environne. Si on acceptait de ne pas regarder les choses par le prisme de la peur, on aurait beaucoup plus de courage, parce que très souvent, on désamorce ses propres réactions avant même la moindre menace. Donc, on ne risque pas d'être atteint, puisqu'on est déjà très loin de la scène. Alors, je crois qu'il faut être raisonnable. Les, En fait, que fait-on politiquement en général? On représente des courants d'intérêt. Et comme on veut les agréger, ben ces courants d'intérêt euh, se concrétisent d'une certaine façon ou se coalisent, et on n'accepte plus d'avoir une vision plurielle ou de regarder d'une manière critique les choses. Alors la pensée critique est en déclin, elle est surtout en déclin à cause des réseaux sociaux. Le débat argumenté existe de moins en moins. L'apprentissage de la rhétorique, même s'il est revenu un peu à l'université, puisque maintenant la rhétorique classique a retrouvé des enseignements, elle n'existe pas dans la population. Donc tout cela, c'est-à-dire l'apprentissage de la contradiction, de la discussion approfondie, de la connaissance approfondie de l'autre, parce que la connaissance approfondie de l'autre vient tout de même de la perception des différences, et non d'un nivellement béni oui-oui. Il ne s'agit pas de dire mais l'autre me ressemble par ceci, cela, et de ne plus voir les différences. Il faut que les différences s'expriment. Alors il y a là tout un travail à faire. Et après, il y a autre chose qui nous menace, c'est le fait que chacun reste sectaire, reste dans le secteur de son opinion, et ne communique plus avec les autres. Donc, et c'est là les outils informatiques que tu connais très bien, Jean-Robert, qui font qu'avec les algorithmes, eh bien, on est un peu dirigé pour ne recevoir d'autres opinions que la sienne propre. Et c'est cela qui nous isole. Alors, c'est la réponse que je ferai aujourd'hui, mais je pense que c'est devenu complexe. Le monde lui-même est très compliqué. Donc, je crois, bon, sur le barbare, c'est évident, enfin, c'est pas la question du barbare. Je crois qu'il faut lutter contre les idéologies qui veulent nous réduire. Voilà. Et donc la question est que les conquêtes de la liberté de conscience ne peuvent pas passer euh, à la trappe. Voilà, et c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça.
Donc il faut lutter pour ça, et il faut lutter aussi. Hop, ça y est, il est revenu, notre Jean-Robert. Oui, oui, j'ai eu un incident sur un de mes ordinateurs. Je pense qu'il y a eu une tentative de hacking sur un de mes ordinateurs. Donc là, je reviens. Excusez-moi. Vas-y, Christian, je te laisse. Là, ça y est, c'est bon. Je crois que j'ai à peu près péroré suffisamment sur le sujet. Est-ce qu'il y aurait une autre question que tu voudrais Alors, il y poser? avait ma question en réalité faisait suite à une question sur la référence à la fameuse phrase de Saint-Exupéry, ta différence loin de me léser, Oui, s'enrichit, etc. Que j'ai trouvé toujours une phrase un peu naïve qui ne peut pas être prise comme un dogme. Parce que moi, j'ai eu un père qui avait fait la guerre, qui était intervenu dans les forces françaises libres, et qui me disait toujours, quand je lui citais cette phrase, tu sais, les nazis étaient très différents de nous, ils ne nous ont jamais enrichis. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que la différence est bonne en soi. Elle peut être catastrophique, et c'est un peu le cas que nous avons avec tous les intégrismes et tous les intégristes. Donc, voilà, oui. c'était une remarque. Alors, je crois qu'il faut faire une différence dans les différences. Les différences qui nous atrophient, ou les différences qui nous annulent, ou qui veulent notre mort, ne sont pas des différences. Ce sont des attaques, ce sont des meurtres, ce sont des rejets. Alors, si on est rejeté, on ne peut pas accepter à bras ouverts celui qui nous rejette, et surtout s'il veut nous étouffer. Donc, mais en revanche, tout est histoire de différence. Si on s'intéresse à la musique et qu'on parcourt l'histoire de la musique depuis Lully jusqu'à Camille Saint-Saëns, pour ne pas être trop proche de nous, on va avoir tout un tas de différences, et dans les théories musicales, et donc bon, c'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour la littérature, c'est pareil pour la philosophie. Il y a l'efflorescence de toutes ces sciences humaines à partir de la fin du 19e siècle. Donc je crois que, et des sciences en général, qui ont montré toutes sortes de différences enrichissantes, c'est-à-dire de points de vue, à partir d'un même phénomène, qu'il soit analysé en physique, en chimie, en physiologie, etc., il produit des résultats différents qu'on doit mettre en concordance, qu'on doit évoquer. Donc le terme de différence fait partie de la vie humaine, tout simplement aussi parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'avoir une vision totale de tout. Donc, nous sommes toujours spécifiés. Et aussi larges que soient nos connaissances, nous les abordons avec les prismes qui sont les nôtres. Et donc, nous-mêmes, nous nous imposons une certaine différence par rapport à la réalité. Nous sommes différents de la réalité parce que nous ne pouvons pas la prendre en charge entièrement. Donc, moi, je suis un chantre de la différence, mais je n'en fais pas l'éloge au plan. La différence n'est pas l'abolition du sens critique, ça n'est pas la perte de la vigilance. On doit garder une certaine vigilance, et cette vigilance, c'est comment défend-on sa propre liberté, et la liberté ne peut se faire que dans le respect mutuel. Dès lors qu'il n'y a plus de respect mutuel, eh bien, nous devons combattre pour le rétablir. C'est très clair, nous devons rejeter ceux qui ne veulent pas notre propre liberté. Est-ce que cette réponse peut satisfaire monsieur? Elle me satisfait totalement. Et je me garderai de la contester. Il se réserve pour la sphère privée. Non, non, mais la charité est aussi une maçonnique. Voilà. Eh bien, écoutez, mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous approchons de midi, et vous savez que la tradition dans cette session, c'est de nous quitter vers midi. Donc, merci. Nous avons, à un certain moment, nous étions près de 200, ce qui est une bonne audience pour un samedi matin. Je vous remercie donc toutes et tous d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous en ressortez plus informés sur ce qu'est le frérisme et naturellement le risque que ce mouvement fait courir à nos sociétés démocratiques, libérales et modernes, même si le frérisme est en soi une idéologie qui se targue de mélanger et d'associer tradition et modernisme. Nous savons bien qu'il n'en est rien, et donc je suis ravi que Florence Bergeau-Blackter ait pu développer son propos, et je remercie encore Christian Roblin de nous avoir très brillamment parlé de la fraternité maçonnique, qui est quelque chose qui doit faire partie de nos fondamentaux.
Merci à tous. À Comme on dit dans bientôt. le Sud, je vous embrasse à tous. Absolument. Et je vous souhaite Bon rendez-vous week-end, la prochaine fois, mes sœurs et mes le frères. samedi de novembre. À très bientôt.